Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour la review de WrestleMania 27. Alors juste une petite précision, je sais pas si ça s'entend, je suis encore un petit peu malade. Donc voilà, petite précision, si jamais j'ai pas la voix comme d'habitude, bah vous aurez l'explication. Voilà, j'ai pas envie de perdre trop de temps parce que voilà, c'est un WrestleMania, donc forcément j'ai beaucoup de matchs, j'ai beaucoup de choses à dire. Donc j'ai envie de faire une vidéo pas trop longue, donc je vais vraiment essayer de me dépêcher le plus possible. Donc je vais commencer comme d'habitude par les caractéristiques de ce pay-per-view. Donc ça s'est tenu le 3 avril 2011, donc c'était à Atlanta en Géorgie. Donc c'était au Georgia Dome devant 71 617 spectateurs. Donc bah forcément c'est un gros chiffre. Et d'ailleurs ils avaient battu donc à l'époque le record d'affluence du Georgia Dome. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est toujours d'actualité, mais voilà. Et sinon le thème donc musical de ce pay-per-view donc c'était Written in the Stars de Tiny Tampa, donc un thème plutôt sympa. Je suis pas forcément fan de ce genre de musique pour des shows de catch, mais bon voilà, c'est WrestleMania, c'est plus mainstream, donc je peux comprendre. Donc voilà. Voilà, bah écoutez, on va pouvoir commencer ce pay-per-view par l'opener bien évidemment de la soirée. Et ce n'était pas un match, en fait c'était un speech, puisqu'en fait, pour ceux qui ne regardaient pas le catch à l'époque, euh, le guest host de ce WrestleMania en fait c'était le Rock. Donc on a Dwayne Johnson donc de Rock qui arrive sur le ring et qui nous fait un petit speech pour histoire on va dire de chauffer le public. Et pour ceux qui s'en souviennent, dans la review de Survivor Series 2014 que j'ai fait sur la chaîne et qui date d'il y a environ 3-4 mois, je vous avais dit que j'aimais pas du tout le fait de commencer un pay-per-view avec un speech. Voilà, je trouvais que c'était pas le moment pour. Quand on regarde un pay-per-view, on a envie de voir du catch, on n'a pas envie d'avoir du blabla. Dans ce cas-là, j'ai envie de dire que je vais faire une exception. Pourquoi? Parce que le Rock était le guest host de WrestleMania, il fallait bien qu'il serve à quelque chose, et puis l'air de rien, il a quand même réussi, on va dire, à chauffer le public. Donc, on va dire qu'exceptionnellement, voilà, ça m'a pas dérangé, voilà, exceptionnellement. Mais d'habitude, vraiment, je déteste quand tu commences un pay-per-view par du speech, vraiment, je déteste ça. Donc voilà, le Rock qui a chauffé le public, c'était d'ailleurs assez intelligent de faire ça. Donc voilà. Sinon, le vrai opener au niveau des matchs donc, de ce pay-per-view, donc c'était pour le titre poids lourd, le World Heavyweight Championship. Donc on avait Edge qui était le champion accompagné par Christian face à Alberto Del Rio qui venait de gagner le Rumble cette même année, accompagné par Ricardo Rodriguez et Brodus Clay. Donc match qui a duré 11 minutes, donc c'est pas une mauvaise durée, mais c'est vrai que ça aurait peut-être mérité un peu plus de temps, genre un petit quart d'heure, ça aurait été un petit peu mieux je trouve. Sinon, alors mon avis sur le match en lui-même, comment ça s'est déroulé. On a eu un travail de Del Rio sur le bras gauche de Edge qui en fait avait un strap. De toute façon, cherchez pas, dès qu'un catcheur a un strap, de toute façon, c'est les trois quarts du temps, c'est un face qui a ça. Dès que le catcheur a un strap, vous pouvez être certain que l'adversaire va se concentrer sur cette partie du corps, vous pouvez en être sûr. Donc voilà, Del Rio a fait un travail sur le bras gauche de Edge. Sinon, le match, qu'est-ce que j'en ai pensé en lui-même? J'ai trouvé qu'il était plutôt cool pour lancer le show. C'était pas un mauvais match, c'était un match plutôt fun pour commencer la soirée. Après, il avait rien d'exceptionnel. J'ai vu des matchs pour le titre poids lourd bien mieux que ça et j'ai également vu bien pire. Sinon, au niveau, on va dire des prises importantes, on a eu le droit à du cross armbreaker, on a eu le droit du sharpshooter, du execution. Donc, on a été servi de ce côté-là. On a également eu des interférences à l'extérieur du ring. On a notamment Christian et Brodus Clay qui se sont attaqués mutuellement à l'extérieur, chacun une fois. Et sinon donc je vais revenir à la fin du match. Donc en fait à la fin du match on a Alberto Del Rio qui a réussi en fait, à se sortir du sharpshooter. Il envoie en fait Edge à l'opposé de lui, il fait un genre en fait de bras à la volée, je sais plus exactement comment ça se déroule. Et derrière on va dire Edge enchaîne avec le spear qui surprend donc Del Rio pour la victoire de Edge qui conserve le World Heavyweight Championship. Voilà pour son dernier WrestleMania et pour, j'ai même envie de vous dire, pour son dernier match. Alors je crois qu'officiellement c'est pas vraiment son dernier match, je crois qu'il avait fait un match qui était enregistré pour SmackDown, mais je crois qu'il a jamais été télévisé, enfin jamais diffusé. Mais on va dire qu'officiellement c'est vraiment son dernier match, un catcheur que j'ai beaucoup aimé et qui je pense a marqué énormément de fans.
Note à part, c'était un bon match pour commencer le pay-per-view. J'aurais pas forcément mis ce match-là en opener parce que je déteste les matchs pour le titre poids lourd en opener. Vraiment, je déteste ça. Ça devrait être beaucoup plus bas dans la carte. Mais c'était quand même un bon petit match pour lancer le pay-per-view. Donc j'ai mis une note de 7,5 sur 10. Alors ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était vraiment un match qui pouvait faire candidat de show stealer. C'est-à-dire que c'est pas un match qui avait un enjeu, il n'y avait pas de titre en jeu, c'était pas deux méga stars non plus, mais c'est vrai que ça pouvait vraiment donner un bon match. Donc c'était Cody Rhodes, enfin à l'époque c'était Undashing Cody Rhodes, donc c'était pour ceux qui n'ont jamais connu cette époque ou qui s'en souviendraient peut-être pas, c'était à l'époque en fait où Mysterio avait porté un 619 sur Cody Rhodes et Cody Rhodes soi-disant avait voilà, son nez cassé, je sais plus exactement quoi, et du coup il portait tout le temps un masque. Et c'est vrai que c'était assez spécial comme gimmick et personnellement j'aime plutôt bien. C'est pour ça d'ailleurs que quand j'ai vu Rousseff débarquer avec ce masque qu'il arbore actuellement, j'ai directement fait le lien avec Cody Rhodes. Donc voilà, Cody Rhodes, Rey Mysterio, on va pas se le cacher, sur l'affiche ça donne grave envie. Et le match en lui-même ne m'a pas déçu. Le match a duré 12 minutes, donc c'est bien. Là-dessus j'ai pas à me plaindre. J'ai noté que c'était un bon match d'undercard, vraiment cool, vraiment cool. J'ai noté qu'il n'y avait pas vraiment de domination, parce que souvent vous avez un catcheur qui domine le match, et derrière on va dire que les trois quarts du temps on va dire que c'est le heel qui domine le match au début, et derrière le face revient. Là honnêtement, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment une grosse domination, en fait c'était vraiment 50-50, c'était genre pendant une minute c'était Cody qui allait dominer, et la minute d'après c'était Rey Mysterio. Donc c'est vrai que c'était assez cool, je préfère vraiment ce style de match, j'aime pas quand c'est un catcheur qui domine au début et après c'est l'autre qui prend l'avantage. Je préfère ce genre de construction de match. J'ai noté qu'à un moment Rey Mysterio avait réussi à porter son 619 mais n'a pas réussi derrière en fait à enchaîner avec le splash. Sinon je vais revenir à la fin du match parce que j'ai rien d'autre à dire là-dessus. Donc en fait à la fin, en fait on avait Mysterio qui allait porter son topé suicida à l'extérieur du ring. Et en fait, au moment où il allait sauter à l'extérieur du ring, on avait Cody en fait, qui lui a balancé en pleine face la protection au genou de Rey Mysterio. Parce qu'en fait, dans le match, Cody Rhodes a enlevé la protection du genou de Rey Mysterio. Parce qu'en fait, juste avant, Mysterio avait enlevé justement le masque de Cody. Et du coup, Cody, lui, a enlevé la protection au genou de Rey. Et du coup, voilà, il s'est pris un énorme coup de genou, enfin, protection du genou dans la face. Et derrière, Cody enchaîne avec le Crossroads pour la victoire de Cody Rhodes. L'air de rien, c'est une grosse victoire hein, à l'époque pour Cody Rhodes. Parce que bon, Rey Mysterio à l'époque, c'était. Enfin, je veux dire, même maintenant, c'est toujours un énorme nom. C'est un gars qui a marqué l'histoire de la WWE. C'est considéré par beaucoup comme le plus grand luchador de l'histoire. Et c'est une sacrée victoire pour Cody Rhodes. Malheureusement, il n'en a pas forcément beaucoup profité. Enfin, et je trouve ça dommage, mais c'était vraiment une belle victoire à l'époque pour lui. Donc voilà, victoire de Cody Rhodes, j'ai mis 8 sur 10. C'était vraiment un bon match. J'ai pas été déçu et vraiment c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée. Ensuite, on va passer au troisième match de la soirée. Oui, ce WrestleMania a pas une très très bonne réputation sur internet, c'est pas pour rien. Donc le premier point négatif de ce pay-per-view, c'était un 8-man tag team match. Donc on avait Big Show, Kane, Kofi Kingston et Santino Marella face à deux corps. Donc pareil, pour ceux qui regardaient pas le catch à l'époque, je vais vous rappeler ce clan légendaire. Hein. Donc en fait, grosso merdo, Wade Barrett tenait la Nexus. Il s'est fait jarter de la Nexus par CM Punk. Du coup, Wade Barrett a été à SmackDown et a créé le corps. Donc en fait, c'est une version Lidl de la Nexus. Voilà, pour vous simplifier le truc. Donc, on avait Wade Barrett, Ezekiel Jackson, Justin Gabriel et Heath Slater. Donc alors, vous devez vous dire, ben Mathieu, pourquoi c'était mauvais? Je veux dire, on a 8 mecs dans le ring, normalement ça devrait donner un match plutôt sympa, rien d'exceptionnel. Et c'est vrai que l'air de rien, je veux dire, c'est pas un match qui allait voler le show, mais il y avait matière à faire quelque chose quand même. Je pense qu'on aurait pu taper un petit 7 sur 10, allez, gros maximum, mais ça aurait pu donner un bon petit match. Et en fait, pourquoi ce match est un point négatif? Ben en fait, le match a duré, top chrono, 1 minute 12. Donc voilà. Donc en fait, comment ça s'est déroulé? Ben, on a eu un festival de prises, tout le monde est venu porter sa petite prise à droite à gauche. Finalement, en fait, à la fin, on a eu le Cobra de Santino Marella enchaîné
par le KO Punch du Big Show en fait sur Heath Slater pour la victoire des Face. Donc victoire du Big Show, Kane, Kofi Kingston et Santino Marella. Alors déjà de 1, j'ai pas aimé forcément la durée, je trouve ça vraiment dommage parce que ça aurait pu donner un bon petit match. Vous allez voir plus tard pourquoi je dis ça, mais il y avait vraiment matière à rallonger ce match, genre vraiment. Et surtout ce qui me dérange énormément dans ce match en fait, c'est qu'à l'époque dans le corps on avait 3 champions. On avait Wade Barrett qui était champion intercontinental et on avait Gabriel et Slater qui étaient champions par équipe. Paye la crédibilité de tes champions. Je trouve ça vraiment bête parce que voilà, vraiment ça les décrédibilise de ouf. Donc voilà, sinon donc au niveau de la note j'ai mis 1 sur 10 et j'ai rien d'autre à dire sur ça. Ensuite, le prochain match, donc c'était Randy Orton contre CM Punk, donc ça donnait une belle affiche, l'air de rien. Pareil, c'était encore une fois, c'était pas un match où il y avait un enjeu, mais c'était une affiche qui donnait envie. Donc alors, la rivalité, de où elle est partie? Alors pareil, encore une fois, je vais vous remettre dans le contexte. Donc en fait, Orton avait un match de championnat au Royal Rumble donc de la même année, donc en 2011 contre le Miz pour le titre WWE. Et en fait, Randy Orton était bien, il allait d'ailleurs même remporter le match. Et en fait, on a la New Nexus qui à l'époque était dirigée par CM Punk qui est intervenu pendant le match. Orton réussit, on va dire, à s'en défaire. Mais derrière, on a CM Punk qui porte le JTS sur Orton pour lui coûter la victoire. Et là vous allez vous dire, mais Mathieu, pourquoi CM Punk a fait ça? Est-ce qu'il avait vraiment une raison valable de le faire? Eh bien en fait CM Punk a fait ça car 2 ans et demi plus tôt, donc vers septembre ou octobre 2008, je crois que c'était en septembre, à Unforgiven, en fait on avait la Legacy, donc il y avait Manu, Ted DiBiase, Cody Rhodes et bien sûr Randy Orton qui avait attaqué CM Punk qui à l'époque était World Heavyweight Champion. Et du coup, eh bien, Punk n'a pas pu défendre sa ceinture. Et il devait en fait le défendre dans un scramble match. Et finalement, il n'a jamais pu défendre ce titre. Donc voilà pourquoi CM Punk s'est vengé, on va dire, sur Randy Orton. Et là, clairement, on peut sortir l'expression la vengeance est un plat qui se mange froid. Parce que là, clairement, là, 2 ans et demi plus tard, c'est quand même assez spécial. Sinon, le match, comment il s'est déroulé? Ben, exactement comme celui entre Edge et Alberto Del Rio. On a le heel, donc Punk, qui a travaillé sur la jambe droite de Orton, qui en fait portait également un strap. Donc c'est assez logique. Sinon, on a eu l'Anaconda Vice qui a été porté par CM Punk. Finalement, Randy Orton a réussi à s'en défaire. Sinon, je vais revenir à la fin du match parce que j'ai pas grand chose à dire sur ce match, honnêtement. Donc en fait, à la fin du match, on a Randy Orton qui allait porter son punt kick. Donc vous savez, c'est ce fameux coup de pied d'ailleurs qu'il ne porte plus depuis un bon moment maintenant sur Punk. Et finalement, en fait, en courant, il est tombé suite au travail de Punk sur la jambe droite pendant tout le match. Derrière, donc en fait, on a Punk qui prend l'avantage, qui allait finir le match. On a Orton qui fait une première tentative de RKO. Finalement, Punk arrive à la contrer. Et derrière, en fait, il monte sur les cordes, veut porter une springboard clothesline. Et derrière, donc, se fait surprendre en RKO, donc à la volée. Donc, bien évidemment, ça rend bien à l'écran. C'était un beau finisher. Et donc, voilà, victoire de Randy Orton qui bat CM Punk. C'était un bon petit match, encore une fois. C'est pas le meilleur match de la soirée, mais c'était un match bien solide qui était digne d'un WrestleMania. Voilà, j'ai pas grand chose à dire sur le match en lui-même. Donc le match a duré un tout petit peu moins de 15 minutes et au niveau de la note j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite on va passer à la honte véritablement de ce pay-per-view. Il n'y a rien d'autre à dire, hein, c'est une honte. Donc c'était Michael Cole accompagné par Jack Swagger face à Jerry the King Lawler avec donc en arbitre spécial Stone Cold Steve Austin. Vous vous dites déjà de 1, qu'est-ce que ça fout à WrestleMania ça? Et c'est vrai qu'honnêtement, je vous pose la même question. Qu'est-ce que ça a à foutre à WrestleMania? C'est le plus gros show de l'année. Qu'est-ce que cette merde fout à WrestleMania? J'ai une question sérieusement, et je suis sérieux. Est-ce qu'un fan attendait ce match? Genre, vraiment quoi. Genre, même les gamins de 5 ans, les plus gros marques que vous pourrez trouver dans le business... Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un putain de fan qui attendait cette affiche de merde? Je ne pense pas. Et donc déjà, première chose qui m'énerve, l'affiche. Pour moi, ça n'a rien à foutre à WrestleMania. Deuxième chose, ce qui m'énerve, la durée. C'est-à-dire que
Le match pourrait très bien être court et durer 1 minute, voilà, c'est de la merde, mais ça va, ça passe vite, tu t'en fous. Ben non, le match a duré presque 14 minutes. C'est le 4e match le plus long de la soirée. C'est-à-dire que ce match-là a été plus long que le Cody Rhodes Rey Mysterio, que le 8-Man Tag Team Match, que le Edge Alberto Del Rio. Vous trouvez ça normal, vous? Cole Lawler plus long que le match pour le titre poids lourd? Vous trouvez ça normal? Moi je trouve ça honteux. Honteux. Et attendez, je vous ai pas tout dit, hein, parce que c'est pas ça le pire. Parce que le match il dure 14 minutes, mais avec les entrées, le match et l'après-match, ça a duré 30 minutes. 30 putains de minutes. Je trouve ça absolument honteux. Ça n'a rien à foutre à WrestleMania et ça doit certainement pas durer aussi longtemps. L'année d'avant, on avait eu Vince McMahon contre Bret Hart. C'était du même acabit, c'était de la merde, mais ça n'a pas duré aussi longtemps cette merde. Le match, je crois, il dure quoi? Allez, 10 minutes et les entrées n'ont pas duré 3 heures. Là, tout cumulé 30 minutes. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est honteux. C'est absolument honteux. Dédicace à Daniel Bryan et Sheamus par exemple, qui étaient dans le kick-off, qui étaient dans le pré-show, qui n'ont même pas eu de match dans la carte principale. Et à tous ces mecs qui se cassent le cul toute l'année, qui n'ont pas de match à WrestleMania. Bravo, je trouve ça absolument honteux. Le match en lui-même, je vais pas rester 3 heures dessus. Donc en fait, on a Jerry Lawler, qui en fait avait remporté le match à la base. Il avait fait abandonner Michael Cole avec le ankle lock. Finalement, donc Stone Cold fait arrêter le match. Et finalement, on a le GM anonyme. Oui, putain, j'avais oublié cette merde. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé à l'époque, bah, le GM anonyme, c'était un gars qui envoyait des emails sur un PC. Voilà, c'était de la merde. Et en fait, le GM a dit que Jerry Lawler en fait s'était fait disqualifier pendant le match et que du coup, le vrai vainqueur de ce match, c'était Michael Cole par disqualification. Voilà. Autant vous dire que c'est de la merde du début jusqu'à la fin. Je trouve ça absolument honteux, ça m'a pas fait rire une seule seconde. Vraiment, enfin, je sais même pas quoi vous dire, vraiment, c'est honteux. Je trouve ça honteux, ça n'a rien à foutre à WrestleMania. Si ça fait rire des gens, tant mieux, moi ça me fait pas rire, je suis premier degré là-dessus, je trouve ça vraiment honteux. C'est l'une des pires idées que Vince McMahon a pu avoir dans un WrestleMania. D'habitude, je mets même un point quand je trouve ça mauvais. Là, j'ai mis 0. 0 parce que je trouve ça vraiment honteux et ça m'a pas fait rire une seule seconde, donc c'était vraiment de la merde. Ensuite, avant-dernier match de la soirée, donc là c'était clairement l'affiche pour moi de ce WrestleMania. C'était la streak de l'Undertaker qui était remise en jeu. Donc c'était dans un No Holds Barred match, donc c'était forcément l'Undertaker face à Triple H. Donc juste avant de parler du match, je sais pas si vous vous souvenez comment ça s'était déroulé, mais pendant de nombreuses semaines on avait eu on va dire des promos lors des Raw et tout le machin, et on savait pas qui allait être là. Il y avait même, je me rappelle, des rumeurs qui disaient à l'époque que ça pourrait être Sting, et finalement donc en fait c'est l'Undertaker qui avait fait son retour. Et en fait à l'époque donc le Taker revient, il a à peine le temps d'enlever son chapeau que la musique de Triple H avait retenti dans l'arène, et derrière les deux s'étaient confrontés et s'étaient défiés dans un match pour WrestleMania. J'avais absolument adoré. Je me rappelle avoir vu on va dire ça en live, et c'est l'un des trucs qui m'a rendu le plus fou je crois en ayant regardé du catch en live quoi. C'était vraiment très très bien fait. A noter encore une fois juste avant de parler du match sur lui-même que l'entrée de l'Undertaker en tout cas sur le network a été éditée, puisqu'en fait à la base exceptionnellement cette année l'Undertaker était rentré sur la musique de Johnny Cash, et finalement eh bien, sur le network il est rentré avec sa musique habituelle, et bah, je trouve ça un petit peu dommage. Le match en lui-même a duré presque 30 minutes, donc c'est le match le plus long de la soirée. Donc je vais vous résumer ce qu'on a eu on va dire au niveau des grosses prises pendant ce match. Donc déjà on a eu un Spinebuster de Triple H sur le Taker à travers une table des commentateurs, donc j'ai vraiment bien aimé ce spot. Sinon le Taker nous a porté du Last Ride Powerbomb, du Chokeslam et du Tombstone Piledriver. Pour ce qui est de Triple H, on a eu le droit à beaucoup de coups de chaise de la part de Triple H sur le Taker, dans le dos, même dans la tête. On a eu le droit à 3 pedigrees et même à un Tombstone Piledriver. Donc
Il y a beaucoup de gens qui se plaignent du côté Superman de Roman Reigns. Là, clairement, je trouve ça abusé, quoi. 3 pedigrees et un tombstone pile driver, ça n'a pas suffi à terrasser le Taker. Je trouve ça un petit peu abusé quand même. À noter quand même que lorsque Triple H apportait le tombstone, on voyait beaucoup de fans qui pensaient peut-être que c'était fini. Et c'est vrai que honnêtement à l'époque, je me rappelle, pareil pour l'avoir vu en direct, que j'y ai cru. C'était vraiment très très chaud. Sinon donc en fait à la fin du match comment ça s'est déroulé, vraiment je tiens à le préciser, hein, Triple H est vraiment sorti de ce match très fort. C'est Taker qui paraissait vraiment faible, vraiment Taker dans un très sale état. C'est peut-être le match du Taker où on le voit le plus souffrir alors, pour défendre on va dire sa streak quoi à WrestleMania. Et donc en fait à la fin on a Triple H en fait qui se fait surprendre par l'Ailsgate du Taker. Et donc en fait on a Triple H qui résiste facilement 1 minute. J'ai pas regardé combien de temps, mais il a vraiment résisté longtemps, mais est obligé de taper. Et donc voilà, victoire donc du Taker qui reste invaincu à WrestleMania. Et donc à l'époque ça faisait 19-0. Sinon donc j'ai écrit que c'était une image forte puisqu'en fait après le match on a Triple H qui s'est relevé bien avant le Taker, et je dirais même il a lui réussi à repartir sur ses pieds quoi. Et le Taker a été absolument incapable de repartir sur ses pieds. Et donc en fait ils ont été obligés de ramener une petite voiture en fait pour l'amener en backstage. Et je me souviens qu'à l'époque pour l'avoir vu en direct, je pensais vraiment que le Taker s'était blessé ou qu'il était pas bien. Et c'est vrai que c'était assez fort comme image. Sinon donc le match en lui-même, qu'est-ce que j'en ai pensé? Étonnamment j'en gardais de meilleurs souvenirs. Je dis pas qu'il est mauvais, c'est vraiment un bon match, vraiment. Je trouve quand même qu'il est en dessous des deux matchs face à Michaels, et également en dessous de son match contre Triple H l'année d'après à WrestleMania 28 dans le Hell in a Cell. Mais c'était quand même un bon match, mais j'ai pas aimé en fait la construction, j'ai pas forcément aimé. Je saurais pas comment vous l'expliquer, mais j'ai pas forcément trouvé ça génial. Enfin, ouais, j'en gardais de meilleurs souvenirs. Alors, ça reste un bon match, hein, c'était vraiment un bon match, mais dans mes souvenirs, il était meilleur que ça. Et puis en plus de ça, je trouve ça un petit peu light. C'est un no holds barred match. On a l'Undertaker et Triple H, des gars qui sont habitués à se servir des armes. Enfin, c'est des vétérans des rings. Et au final, la seule arme qui a vraiment servi, c'est une chaise. C'est pas deux, c'est pas trois chaises. Non, c'est une chaise. Donc je trouve ça un petit peu light quand même. L'air de rien, c'était quand même un très bon match, hein. C'est le meilleur match de la soirée. Mais c'est vrai que dans mes souvenirs, c'était mieux que ça. Donc au niveau de la note, j'ai mis 8,5 sur 10. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. Donc c'était un match 3 contre 3. Donc c'était Dolph Ziggler et Lay Cool face à John Morrison, Trish Stratus et Snooki Polidi. Donc si je ne me trompe pas, c'est une meuf qui a fait de la télé-réalité aux États-Unis. Voilà. Match qui a duré un peu plus de 3 minutes. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai noté? Je vais revenir directement à la fin, tout simplement. Donc en fait à la fin on a Snooki qui porte un splash totalement raté, sans impact sur Michelle McCool. Pour la victoire donc de Snooki, Trish Stratus et John Morrison. Je vais pas vous faire un dessin, je pense que vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Je déteste quand des stars sont invitées à faire des matchs à WrestleMania. Je déteste ça vraiment. Le seul match avec une guest, on va dire, que j'ai aimé, apprécié, on va dire, c'était le match entre le Big Show et Floyd Mayweather de WrestleMania 24. C'est le seul que j'ai apprécié un minimum. Mais sinon, toutes les autres, j'ai vraiment pas aimé. Et là, clairement, non. Je vais pas rester 3 heures là-dessus, je pense que vous connaissez déjà mon avis. Au niveau de la note, j'ai noté 2 sur 10. J'ai donné 1 point pour la présence de Trish Stratus. Ça fait toujours plaisir de la voir. Et j'ai donné 1 point pour le Starship Pain de John Morrison à l'extérieur du ring. Je trouve ça vraiment dommage pour des mecs comme Morrison et Ziggler. Des mecs aussi talentueux à l'époque qui méritaient tellement mieux que cette merde quoi. Sérieusement, ça me dégoûte pour des gars comme ça quoi. Enfin bref voilà, je vais pas rester 3 heures sur ce match de merde, j'ai mis 2 sur 10. Et enfin, le main event de ce WrestleMania, donc c'était pour le WWE Championship.
Donc c'était The Miz, accompagné par Alex Riley à l'époque, face à John Cena. Le match a duré 23 minutes, voilà, donc c'est le deuxième match le plus long de la soirée. Donc je vais essayer de ne pas rester trop longtemps là-dessus. Donc au niveau des prises de finition, on a le Miz qui a réussi en fait à se relever du Attitude Adjustment et il a résisté au STFU. Donc c'est plutôt pas mal honnêtement. Lui Cena donc lui s'est relevé du Skull Crushing Finale. Bon bah ça c'est pas vraiment surprenant. Et il a réussi également à se dégager. En fait il s'était pris un coup de mallette de la part de Alex Riley quand l'arbitre était KO. Mais bien évidemment l'invincible John Cena a réussi à se dégager. Donc finalement en fait le tournant du match, en fait à un moment on a le Miz qui a fait une prise sur Cena à l'extérieur du ring, je sais plus exactement ce que c'est. Et en fait les deux n'ont pas réussi à se relever à temps. Et donc du coup l'arbitre compte jusqu'à 10. Et donc le match se termine sur un match nul. Sauf que le guest host de ce WrestleMania, donc le Rock, arrive et nous dit qu'on ne peut pas terminer le WrestleMania là-dessus. Y a des mecs qui ont payé pour voir ça et tout le machin. Et que du coup on va recommencer le match. Et ce coup-ci il n'y a pas de disqualification. Tous les coups sont permis. Et presque dans la foulée, quand Cena et le Miz sont de retour dans le ring, on a le Rock qui porte le Rock Bottom sur Cena. Et derrière on a le Miz qui se jette sur Cena pour faire le tomber. Et donc voilà, victoire du Miz sur John Cena. Sinon donc, voilà, j'ai rien de spécial à dire sur ce main event. Le match en lui-même était vraiment pas terrible. J'ai vu beaucoup de personnes, on va dire, sur internet dire que le Reigns Triple H était le pire main event de l'histoire de WrestleMania, tout ce que vous voulez. Les gars, retournez voir Cena Miz, c'est vraiment pire, hein, vraiment. C'est-à-dire que, je crois au bout de quoi, 30 secondes de match, quoi, t'as genre Cena, il se prend une prise, et t'avais déjà un compte de 2, enfin j'ai fait, attends, tu te fous de ma gueule ou quoi? J'ai vraiment pas aimé la construction de ce match. La coupure avec la soi-disant fausse fin de match, ça a totalement coupé le rythme du match en fait. Ouais, non, j'ai pas aimé ce main event. Pour moi, c'est pas du niveau d'un WrestleMania. Et exceptionnellement, cette année-là, j'aurais mis le match entre l'Undertaker et Triple H pour clôturer le show. Pourtant, vous le savez, je déteste hein, les matchs. Pour moi, je le dis tout le temps, pour moi, le titre, les matchs, on va dire, pour les titres suprêmes devraient toujours clôturer un pay-per-view. C'est mon avis en tout cas. Là, exceptionnellement, j'aurais fait le match entre Taker et Triple H en main event. On aurait quand même clôturé le pay-per-view sur une bonne note parce que là, clairement, c'est quand même très faible pour du main event de WrestleMania. Je me suis trouvé généreux, j'ai mis 5 sur 10, donc clairement, oui, c'est pas beaucoup. C'est même pas du tout assez. C'est même pas assez, hein. Clairement, c'est pas assez. Pour un main event de WrestleMania, c'était quand même pas terrible. Donc voilà, en faisant l'addition de toutes les notes de ce pay-per-view, j'arrive à une moyenne de 4,9 sur 10. Et je vais pas vous le cacher, ça résume parfaitement mon avis sur ce pay-per-view. C'est-à-dire qu'on a 8 matchs, vous avez 4 matchs qui sont en positif et vous avez 4 matchs qui sont en négatif. Dans le positif, on retrouve le match entre Edge et Del Rio, le Rhodes Mysterio, le Orton CM Punk, le Taker Triple H, voilà, ça c'est les matchs positifs. Et dans le négatif, on a le 8-man Tag Team match, le match entre Michael Cole et Jerry Lawler qui pour moi est la plus grosse honte de l'histoire de WrestleMania. Et je n'abuse pas en disant ça, je suis sérieux. Et bien évidemment le match à 6 avec Snooki, Stratus, Morrison contre les Cool et Ziggler. Voilà, donc à la base je ne gardais pas de très bons souvenirs de ce WrestleMania. Pour l'avoir revu 6 ans plus tard, je garde en fait le même avis sur ce show. C'est vraiment pas ouf, pour du WrestleMania c'est pas assez. Cela dit, on met souvent le WrestleMania 27 très loin derrière comme le pire de tous les temps, blablabla. Honnêtement, le 28 a pas grand chose à lui envier. On dit souvent que le 27 c'est le pire de tous les temps. Honnêtement, les gars, retournez voir le 28. Il a pas grand chose à lui envier, hein. Vraiment, ça se joue à pas grand chose. Et je dirais même que, honnêtement, à choisir entre celui-ci et le 16, par exemple, j'ai quand même préféré le WrestleMania 27. Parce que l'air de rien, même s'il y a quand même des matchs bien poubelles dans ce WrestleMania, vous avez 4 matchs qui tiennent vraiment la route et qui sont vraiment solides. Donc voilà.
Bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce WrestleMania, si vous l'avez déjà vu. N'hésitez pas donc à donner votre avis sur ce show, à commenter, à liker cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve la semaine prochaine pour, encore une fois, une review d'un ancien WrestleMania. En attendant le 33 qui arrive d'ici 3-4 semaines. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.